Mesdames, Messieurs, chers collègues députés, j'en ai vu, chers représentants, représentantes des associations, notamment évidemment la CADAC, le CORP et la CLF, co-organisatrices de cet événement. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que je suis ravie de vous accueillir si nombreux et si nombreuses dans cette salle à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour lancer ce que nous avons appelé un appel à l'abolition universelle de la maternité de substitution. C'est un appel des forces progressistes qui vise à poser un acte fort, le début d'une démarche vers la fin de la marchandisation du corps. Depuis la révision de la loi bioéthique en 2009, j'étais déjà députée, donc je milite au sein et en dehors de cette Assemblée pour une interdiction réelle de la GPA, au nom de l'indisponibilité du corps humain, évidemment, au nom de la lutte contre l'exploitation économique et sociale des femmes dans le monde, et pour tenir compte des conséquences physiques, psychologiques et sociales pour les mères porteuses et pour les enfants. La maternité de substitution constitue une aliénation profonde de la personne tout entière, pendant longtemps, et une marchandisation de son corps et de celui de son enfant. Elle est, en ce sens, contraire aux droits fondamentaux de la personne et à la dignité de celle-ci. Loin d'être un progrès, toute légalisation de cette pratique représenterait, selon moi, une régression du droit et une extension du domaine de l'aliénation. Comme le disait Kant, si l'homme a une dignité, c'est qu'il n'a pas de prix. Et s'il n'a pas de prix, il doit être traité comme une fin et non comme un moyen. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cet appel pour une interdiction de la GPA qui ne peut être, cette interdiction, qu'internationale. Appel des forces de gauche à destination des hommes et des femmes politiques, des instances internationales, notamment la conférence de La Haye de droit international privé et le Conseil de l'Europe. Le Parlement européen, lui, vient d'affirmer son opposition à la GPA. C'est un premier pas, mais il est nécessaire d'avancer au niveau international. En effet, comme vont nous le démontrer nos intervenants et intervenantes de la première table ronde, et je les remercie chaleureusement de leur présence, la GPA est mondiale et sa réglementation ou son interdiction ne peut être que mondiale. Est-ce utopique? Par trop ambitieux? Comme femme politique, moi j'ai une boussole. Ce qui est juste est possible. Nos intervenants de la deuxième table ronde, que je salue aussi pour leur présence, nous donneront les leviers d'action vers cet objectif que nous nous fixons aujourd'hui. Certes, il s'agit d'un travail de longue haleine que nous sommes prêtes et prêts à mener collectivement avec des associations très impliquées en France et à travers le monde. J'aurai l'occasion tout à l'heure de les saluer. Je cède donc maintenant la parole à 3 associations, 3 d'entre elles, les co-organisatrices de cette rencontre, afin qu'en quelques mots, elles se présentent et introduisent nos débats. Tout d'abord, je donne la parole à Nora Tenenbaum pour la CADAC, la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Bonjour. Mesdames, Messieurs, la CADAC, coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, est donc co-organisatrice de ces premières assises pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui. 2 minutes pour dire l'importance de comprendre les enjeux de société qui se nouent autour de la GPA. Enjeux qui vont des rapports de domination nord-sud, riches-pauvres, hommes-femmes, de la santé des femmes et des enfants, aux contrats commerciaux internationaux, avec prise de contrôle sur les législations. Ce sont des questions politiques et des questions d'humanisme. Dans quelle société souhaitons-nous vivre? Il nous faut donc comprendre et agir, et j'insisterai sur 2 aspects. Premièrement, il faut aider une prise de conscience individuelle. La compassion pour les personnes en mal d'enfant, pour les femmes en difficulté socio-économique, ne doit pas occulter le fait que la gestation pour autrui, comme la prostitution, ne sont pas un travail comme un autre. On ne peut pas accepter cette situation au prétexte que la GPA est une source de revenus pour les femmes. Il faut comprendre le poids de la prostitution et aujourd'hui de la GPA dans les rapports de domination des hommes sur les femmes. Il n'y a pas de GPA dite éthique comme il n'y a pas de prostitution dite éthique. Le corps humain doit rester inaliénable. Deuxièmement,
Il nous faut lutter contre les lobbies dans les instances européennes, lutter contre les lobbies des parents d'intention et bientôt des grands-parents d'intention, lutter contre les lobbies mercantiles, car la GPA ouvre à de grands marchés juridiques, hôteliers, médicaux et autres, où le ventre des femmes est à vendre et à acheter. Il nous faut travailler avec les parlementaires européennes et européens pour que des directives européennes contraignantes favorables à la GPA ne soient pas édictées et parallèlement travailler à l'international pour l'abolition universelle de la GPA. Nous devons rappeler sans cesse les droits humains fondamentaux et les nouvelles technologies ne peuvent pas contrevenir aux droits humains fondamentaux. Ainsi, nous appelons tous à signer la charte pour l'abolition universelle de la GPA. Bien, alors nous représentons, Catherine et moi, la coordination lesbienne en France. Pour ce collectif d'associations lesbiennes féministes créé en 1997, il s'agissait alors de devenir une force représentative pour renforcer la visibilité des lesbiennes et faire avancer leurs droits en œuvrant dans le champ social, politique et surtout dans le champ féministe. Puisque femmes à part entière, nous sommes solidaires de toutes les luttes contre les discriminations et les violences faites aux femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Fondamentalement opposées à l'exploitation du corps des femmes, en 2001, par le biais de notre plateforme de revendication, nous prenions déjà position contre ce que l'on appelait alors la technique des mères porteuses. Nous étions vigilantes face aux pratiques de reproduction portant atteinte à la liberté et à la dignité des femmes. En effet, pour nous, contrairement à ce qu'en disent celles ou ceux qui plaident pour la légalisation de la GPA, vendre ses ovocides ou louer son ventre ne s'inscrit pas dans la liberté du droit de disposer de son corps. C'est une manipulation de prétendre cela, c'est un détournement abusif du sens des luttes féministes. Revendiquer la libre disposition du corps, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, vouloir lever la contrainte reproductive qui pesait sur les femmes. Lutter pour la maîtrise de la maternité, c'était lutter pour une émancipation, pour une libération collective, mais pas pour satisfaire des désirs individuels, comme l'est la revendication de la GPA, occultant toute réflexion et toute responsabilité sociale. Tu n'as pas dit la phrase. Donc, force de ces convictions en 2013, nous étions face à une dure réalité. En effet, pour assurer une visibilité lesbienne féministe, pendant des années, la coordination lesbienne en France a pris une part active dans le mouvement LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, en particulier au sein de l'inter-LGBT, sur des revendications communes pour lutter contre toutes les discriminations homophobes et lesbophobes. En 2013, à l'intérieur de ce mouvement, à Paris et en région, des associations pro-GPA et pro-prostitution sont devenues de plus en plus actives. C'est à ce moment-là que la CLF a décidé de rompre officiellement avec le collectif inter-LGBT. Rupture inévitable, puisque nos idées divergeaient sur un point essentiel pour nous. Le corps des femmes ne se marchandise pas, ni ailleurs, ni ici. Un enfant pour moi, à n'importe quel prix, n'entre pas dans notre conception du monde, que la demande émane d'homosexuels ou d'hétérosexuels. C'est pourquoi nous sommes déterminés à participer à ce mouvement pour l'abolition universelle de la maternité de substitution, non pas au nom de la sauvegarde de la famille traditionnelle hétérosexuelle, mais sur des valeurs de justice sociale, d'égalité et dans une démarche féministe. Si tous les êtres humains sont égaux, alors l'exploitation du corps des autres, et présentement celui des femmes, n'est pas acceptable. Lesbiennes féministes, nous sommes contre tous les systèmes d'exploitation, de marchandisation et d'appropriation du corps des femmes, et plus généralement, bien évidemment, de tous les êtres humains.
Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je voudrais, au nom du collectif pour le respect de la personne, remercier chaleureusement Laurence Dumont, qui s'est montrée très déterminée, très active dans l'organisation de cette rencontre. Et en mon nom personnel, oui. Et en mon nom personnel, je voudrais remercier les membres du collectif pour le respect de la personne qui se sont vraiment mobilisés à la fois pour réfléchir et pour agir depuis 2 ans et demi à propos de cette question, et sans lesquels je me serais sentie, je dois dire, assez seule. Et merci notamment à notre présidente Marie, qui a donné tout son temps, et même au-delà de son temps, je crois. Les assises que nous tenons aujourd'hui ont lieu la veille du jour où arrive à l'Assemblée nationale, en 2e lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées. Ceci m'incite à souligner la grande cohérence entre les 2 luttes. Cohérence et non similitude, bien sûr, car ce n'est pas la même chose, ni pour les clients ni pour les femmes, de louer un corps pour faire un usage sexuel et de louer la vie d'une femme pendant 9 mois, nuit et jour, pour en faire un usage reproductif. Ce n'est pas la même chose, mais on entend bien l'analogie évidente entre les discours qu'on porte sur le service sexuel et sur le nouveau service maternel des femmes. Il y a dans les 2 cas un présupposé commun. Le corps organique des femmes doit être reconnu comme un bien disponible pour l'usage public. Il a une valeur d'usage, sexuel ou reproductif, et une valeur d'échange, et doit, par conséquent, la loi doit s'y faire et s'y plier, et le permettre, pouvoir être mis légalement sur le marché. La pratique sociale des mères porteuses, comme on disait avant de dire la GPA pour rendre la chose plus présentable, doit elle aussi être comprise à partir d'un système, le système dans lequel elle s'insère, c'est-à-dire un système de production biotechnologique d'enfants adossé à l'idée qu'il y a un droit à l'enfant. Sans femmes, s'il n'y avait pas de femmes pour servir de mère biologique, on ne pourrait pas réaliser le marché, la filière du marché telle qu'elle fonctionne en ce moment. On peut produire des embryons, mais jamais des enfants. Je souligne biologique, mère biologique, parce qu'on dit trop souvent la mère porteuse n'est pas la mère biologique. Elle n'est pas la mère génétique, en tout cas pas toujours, mais elle est la mère biologique compte tenu du fait que pendant 9 mois, à chaque seconde, il y a des milliards d'échanges biologiques entre l'embryon, le fœtus et la mère. C'est donc bien la mère biologique. Ce qui est grave, c'est que l'usage de ces organes donne au corps féminin le statut d'une chose utilisable et non pas d'une personne. De plus, cet usage fait de l'enfant un produit de commande et lui donne une valeur marchande. Faire de la grossesse et de l'accouchement un service rémunéré représente, à notre sens, la plus formidable violence faite aux femmes dans le monde depuis la fin de l'esclavage. C'est un asservissement, c'est une servitude. La question est donc posée au premier chef, aux législateurs, dans ce pays et dans les autres. Car sans un droit qui reconnaît les contrats ou conventions de maternité pour le compte d'autrui, il n'y a pas de marché possible du corps des femmes. Le problème est d'autant plus brûlant que, reposant sur des échanges économiques inégalitaires, le marché des ventres s'empare évidemment des femmes des classes les plus fragiles et des pays les plus pauvres dans le monde. C'est un marché clairement néocolonial, il faut le dire. C'est pourquoi on ne peut plus se contenter de protéger par la loi les femmes françaises ou européennes. Il devient indécent de se désintéresser du sort des femmes du monde entier. Pourtant, et c'est un constat cruel pour un continent comme l'Europe qui se réclame sans cesse de sa culture et de ses valeurs, on observe au sein des institutions européennes une tendance forte, à fermer les yeux sur le tourisme procréatif des Européens, et même, deuxièmement, de tenter de définir un cadre international pour réguler la GPA sur des bases communes. Des commissions travaillent en ce sens, de façon tout à fait partiale,
au sein notamment de la conférence de La Haye. Le collectif pour le respect de la personne a adressé à cette institution intergouvernementale en mars 2015 un document pour montrer à combien les droits humains étaient menacés par la GPA, et nous n'avons reçu aucune réponse. La position de la Cour européenne des droits de l'homme est encore pire, et elle dépend du Conseil de l'Europe, comme vous savez, et elle se montre absolument indifférente à l'aliénation des femmes, à la marchandisation du corps et au véritable intérêt des enfants. Pour finir, un simple fait. La personne chargée du rapport sur la pratique de la GPA au Conseil de l'Europe s'appelle Madame Petra de Sutter. En tant que médecin, elle pratique la GPA dans son service depuis 10 ans dans un hôpital de Gand, en Belgique. En outre, elle est précisément associée comme experte et conseillère à une institution indienne, un hôpital, qui pratique très ouvertement la GPA commerciale, et on peut aller voir sur leur site qui s'appelle The Seeds of Innocence. Assez curieux, non. Cela se passe complètement de commentaires. Heureusement, et je terminerai là-dessus, Laurence l'a dit tout à l'heure, le Parlement européen, quant à lui, vient de condamner formellement la maternité de substitution en tant que marchandisation du corps. Ceci sera pour nous tous un appui précieux pour l'avenir, un point d'appui précieux, et cela nous donne un peu d'espoir de faire bouger les choses. Merci. Professeur à l'université de Nanterre, j'ai travaillé sur la famille toute ma vie et je vois se développer depuis quelques années un intérêt tout à fait passionné par mes collègues anthropologues sur ces questions de la GPA, et je n'ai jamais eu l'occasion de dire que je ne me sentais pas vraiment d'accord avec tout ce courant de recherche qui est extrêmement favorable à la GPA. Et grâce à ma participation au corps, qui est advenue un petit peu par hasard, j'ai l'occasion et un très grand plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à cette session, et je remercie toutes les associations qui nous réunissent ici et Madame Laurence Dumont qui nous permet de présenter nos idées sur ces assises. Donc nous avons 4 personnes qui vont au cours de cette première table ronde, sinon faire un état de la situation internationale, tout au moins baliser les questions principales sur les aspects aussi bien économiques, politiques et du point de vue de la santé internationale. Donc, je vais donner la parole d'abord au professeur Sheila Saranavan, qui va parler en anglais, mais vous avez des casques pour la traduction. Elle est docteure en géographie, spécialiste des questions liées au genre, et elle a travaillé essentiellement en Asie du Sud-Est. Elle est l'auteure de très nombreux articles concernant l'infanticide des filles, les violences contre les femmes, le commerce de la maternité. Je lui donne donc la parole for 10 minutes. Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity. Today, I am going to talk about commercial surrogacy in India, not only in India, but how the surrogacy keeps on moving from country to country, and how it gets banned, and how the issues have still not been resolved, and how it accounts to global injustice. So if you look at one set of countries, India, Thailand, and Nepal have recently banned surrogacy for foreigners. I'll come back to this in the final slide again about why some of the human rights issues have not been addressed in spite of the fact that these have been banned.
Russia, Ukraine, and USA continue to be hubs for commercial surrogacy globally. And Iran and Dubai are the newly emerging destinations for commercial surrogacy in the world. And why was India one of the destinations is because there is poverty and there is cheaper surrogacy. It's cheaper to come to India and do the surrogacy than doing it in USA probably. So one of the reasons is poverty. So the official estimates say that 22% of the total population in India are below poverty line, and there are other private studies that say that it is 56%, and this includes essential needs, that is housing, clothing, education, and so many other factors, not just how much money they earn. And as you can see, surrogacy is cheaper in India. Couples who spend $200,000 in the USA spend about $50,000 in India for surrogacy. Carrying forward the same point, if you look at this photograph, on your left-hand side is a surrogate mother. She worked as a housemaid, and she could not earn enough money to maintain her family. Her husband is unemployed, and they live in that one room that you can see without a toilet and bathroom. And she wants to basically buy a house exactly of that size. It's just 4 walls that she wants to buy, which she can call her own, and so that she doesn't have to pay rent for it. And she wants to save some money for her son's education. And if you see on the other hand, this is one couple, they are from Canada, and her husband owns an IT firm, and she has 3 children now. The first child she picked up from Thailand, and the second twin she got from India. And one of the main reasons she came to India was because it was cheaper, it was lesser hassle. Legally, there was lesser hassle, and there was lesser rights for the surrogate mothers in India. If you look at the other point, that is the surrogate mothers are kept in surrogate homes in India, which is a very, very unique case, but it is extent of which human rights violations can lead to. They are detained in these houses for 10 months during their entire process of surrogacy. They are overfed. They are not allowed to move much. They have restricted movements. They cannot do much housework. They cannot move. And they are restricted from meeting their family members. They are allowed to meet, but it's highly restricted under restricted conditions. So it is an inability for them to participate in any kind of public life or meet any non-reproductive aspirations, which is one of the basic human rights violations I feel for these women. Now, apart from that, they are not given any life or medical insurance. They do not have any payment in case there is a miscarriage. They have no rights over the child born. They have to sign off the rights of the children before the child is, even before entering into the contract. And they have no rights on what kind of surrogacy they want, what kind of payment do they want, what kind of relinquishment do they want, how do they want the child to be given away. Do they want to first bond with the child a little bit and give away, or some clinics don't even show the face of the child to the surrogate mother, and some expect them to bond by even breastfeeding. So there are 2 different extremes that go on, but it is without her consent. So that these are all blatant human right violations that take place. And if you look at the distribution of benefits here, on your left side you can see that was a small hut that was Akanksha Clinic in Anand, and recently they planned to make a huge complex. That was the plan that was put up in the website, that they planned a new complex with everything included. So there will be surrogate homes, there will be residence for intended parents, there will be shopping malls, all inclusive. So, and this was costing millions of rupees. So that is the amount of money they earn. But if you look at the surrogate mother's share, she gets, in the US, there is 35% of the share that she gets, but in India, it can be, the maximum limit she gets is 25% of the cost that is spent on the surrogacy. The other point that I have to say as global injustice is that
there's a violation of good medical practices. So legally, up to 3 embryos are allowed to be transferred into a mother's womb. But in India, illegally, 5 embryos are transferred into the surrogate mother's womb. There are in utero selective abortions that take place in case more than 2 embryos conceive or fertilize. There are selective abortions that take place. All these mothers go through compulsory cesarean sections because they don't want the babies to be born as a vaginal birth, because they feel there's a 1% chance that the child might get hurt, scratched, whatever, through the process. So they do not want the child to go through that process. So it is a compulsory cesarean section. And all this is done without even asking her consent. Why? Because she is motivated due to money, and she's expected to do everything for that. The other point is the commodification of children. So from my fieldwork, I realized that most of these births that are taking place, there are preterm births. So these are all huge babies where they're carrying Western babies, mainly twins and sometimes even triplets. So they cannot carry these babies to term, full term. So they deliver these babies in 6 or 7 months. So most of them are preterm. They are underweight, grossly underweight. So we do not know how many are actually surviving once they take them abroad. And in my fieldwork, I found some disabled children who were either left in orphanages, and one of the girl child that it was an Indian couple who had a surrogacy in India, and a girl child was born without a hand, and the surrogate mother told me that next day there was a child found under the bridge, and she had very high doubts that that baby was this baby that she had given birth to. So you can imagine the kind of violations and that are happening even to children. So children born to intended parents evading law are left unsteady. As we all know that there are legal cases all over the world of children who are intended parents who come from countries where it is illegal, and they come to India and they are stranded there for months together or sometimes even years, and they are unable to take the children back. So my concluding comments are that in spite of the fact that India has banned surrogacy for so-called foreigners and also for Indians who have lived abroad for a long time, there are some human rights issues that remain unanswered. And this not only relates only to India, but it is similar for those emerging countries like Dubai and Iran, and how it is moving around, but the human rights issues have not been addressed. One is exploitation. The other is, as I have already said in the slides before, unfair distribution of benefits. Informed consent is questionable. There is unequal distribution of health resources, both in the source countries and in the destination countries. So it's only the rich people from the source countries who can go to do surrogacy outside, and it is only the poor women in the destination countries who are being used for surrogacy. And there's unequal access in the source countries. There's a violation of good medical practices, as I've already said. There's a commodification of body and the children, and violation of basic human rights. Ultimately, that's what I want to say. So, yeah. Thank you very much, Sheila Saranavan. Now we will listen. Maintenant, on va écouter le professeur Regula Stempfli, qui est docteur en histoire, professeur à Ulm, qui est politologue, auteur de nombreux articles sur ce que nous avons traduit ensemble comme la numérisation des humains ou la société algorithmique. Et elle va vous expliquer pourquoi la GPA devrait vous faire peur. Why surrogacy should scare you. Merci bien. Désolée que je ne parle pas français, mais je fais mon intervention en anglais parce que c'est toujours difficile d'écrire. C'est une chose de parler et une autre chose d'écrire. And we had to hand in the papers beforehand. Okay. I'm going to take the media point of view on surrogacy. As we've seen all the violations about human rights, and I'm going to talk about the media. So when talking about surrogacy,
we should definitely be talking about politics, policies, and democracy, and not, as has been done by the lobbyists pro-surrogacy, about technicalities, data, and industrial processes. By doing so, the lobbyists really get us when denying that it is basically a political question, that means a public question, but always arguing it's a private question. Or when drawing the discussion of surrogacy into a private ownership or experience angle. Like, oh, I have many gay friends, and I mean, do you deny them the right for children? Not really taking into account that trading human flesh is definitely a political question. It has been so in history. It has been used of trading human flesh. We tend to forget before the French Revolution, human flesh was very valuable. I was born in Switzerland, and Switzerland has been the exporter of human flesh as soldiers. And when the soldiers died on the field, their families were recompensated through pensions and money that they got out of the human body as soap, which was very expensive at those times. So what I'm trying to say here in my intervention, because all the points have been made already excellently by Laurence Dumont, by all my speakers beforehand, is be very aware to really talk about the political aspect and the equality of all human beings in a public space rather than getting drawn into a private ownership. So my first point is it's a political question. The other thing is media and scientists are meanwhile so used to treat everything as a thing, especially the universities, especially the Bologna process, especially the European Commission. They're used to treat everything as a thing, as a commodity that can be explored, changed, and exploited, that they're totally puzzled when the intervention comes to say people are not a commodity. We have, especially in Switzerland and Germany, a lot of feminists. They call themselves feminists, ethics and bioethics women professors, mostly professors of private law, who claim that being a surrogate mother is exactly the same as a dancer in the opera or, a cashier. You smile. It has been a vigorous discussion, an ethical discussion, with equalizing all human trade, human work with the human body. So surrogacy is all about, and I only call it the International Surrogacy Project. Surrogacy is all about selling and buying human flesh. And nobody talks about human flesh, except here in the new cannibal markets where Professor Reinhorn will talk about too. So surrogacy is all about selling and buying human flesh. Surrogacy is one part of the process that humans have become the capital rather than owning it. There is the philosophical point that I always make is, be aware, humans used to have cash or some kind of capital, or so we're being told, the wallet, la porte-monnaie. You are the porte-monnaie. We are the porte-monnaie. And we are in real flesh or in data. So this is an aspect rarely being discussed. We had the human rights. We had the aspect... So another thing we have to be careful with media and scientists. And it's a very powerful lobby. And it's not just the pharmaceuticals or the doctors or the politicians, the agencies that earn money through surrogacy. It's the whole philosophical aspect, how we define a human being. So the International Surrogacy Project has very well managed so far to supply all media only with favorable reports, statistics, and investment strategies concerning the buying and the selling of humans. And be
aware of all ethic professors or philosophers who defend the surrogacy project. So, the International Surrogacy Project is actually a new service industry, and it's opening a whole new market. Again, a whole new market in making people capital to exploit through flesh and through data. That's the first point, the reasons why you should be really, really scared. Wombs for rent. No man or no woman shall ruin another man and woman. We've heard that much better with the quote by Immanuel Kant. So it's that the Kantian idea, no man is mean to another man. And the female body is subject to totalitarian commodification. The third point, food, environmental and psychological safety for mothers and children. We've just heard with my predecessor. What I say as a political scientist here is that the International Surrogacy Project wants to bring the sale of humans on a global scale. And again, watch out for any free trade agreements that include data and organs, i.e. human flesh. We really have to restart thinking the philosophy that lies behind of the capitalization of commodification of humans. So surrogacy is only one part of the whole market. Commercial surrogacy lies at the intersection of patriarchy, medical power, and market, where the child becomes a simple product of the arrangement and the woman's body as a resource. We've heard that before. I want to draw you, and then I'll finish with that philosophical thought, because I think that you haven't heard yet, with the parallel development of real money, i.e. cash money, and the artificial production of humans. There is a parallel continuancy, a parallel history between how the financial markets organize themselves and how humans are sold, especially women. The more liquid or the more invisible money capital gets, the more invisible humans as subject to the public and democracy get. So it's very, very important to see that the wording of sperm banks, egg banks, and all these terms of surrounding the selling and trading of human flesh are not an accident, but are there to actually describe what is happening already and what will happen more and more. Humans as capital as well in concern to data and to flesh. So my last sentence here is about the philosophy and ethics, and really mix with the media, because journalists really don't get it, what is actually going on, as usual. The surrogacy, I'm a journalist myself, so I know what I'm talking about. So surrogacy is, when analyzed properly, an opportunist, cynical, post-democratic ethic project, or unethical project, that aims at totalitarian commodification of every living aspect in the world. Humans do not own capital anymore, as I said many times, but I cannot stop repeating it. They don't own capital, but they are capital. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, professeur Stamfli. Je passe la parole maintenant au professeur Geneviève Azam, qui est économiste à l'Université de Toulouse, qui est auteur d'un ouvrage qui a fait du bruit, « Osons rester humains, les impasses de la toute-puissance ». Et elle est également membre scientifique du conseil de ATTAC. Et elle va nous expliquer pourquoi
la GPA ne peut pas être éthique. Merci beaucoup, Martine. Merci à ceux et celles qui ont permis la tenue de ces assises. Et merci de cette invitation. Bon, je pense que, étant donné l'assistance, nous voyons à quel point peut-être une fenêtre s'ouvre pour qu'il puisse y avoir un débat public sur ce sujet qui est très largement mis sous le tapis. Alors, je voudrais effectivement voir dans quelle mesure la GPA pourrait être éthique, parce qu'on sait que cette perspective d'une GPA éthique, c'est peut-être un des verrous que nous avons à faire sauter pour affirmer que la GPA en elle-même ne peut pas être éthique. Donc je vais essayer de le montrer dans le temps qui m'est imparti. D'abord, je voudrais dire que l'émergence de cette question de la GPA ne se situe absolument pas dans une continuité historique. Nous vivons une rupture aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui surviendrait progressivement et qu'il s'agirait maintenant de légaliser en bout de course. C'est véritablement une rupture. Et cette GPA s'inscrit en fait dans un processus plus global de construction depuis une trentaine, quarantaine d'années de ce qu'on appelle une économie de la vie, une économie du vivant, une économie de la vie et une économie de la reproduction. Et c'est à peu près depuis les années 1980, depuis la possibilité qui a été donnée de poser des brevets sur le vivant. Ce sont les années 80. Et là, en autorisant la privatisation du vivant, on a supprimé une frontière qui était très importante entre ce qui est de l'ordre de l'animé et ce qui est de l'ordre de l'inanimé. Les brevets, jusque-là, portaient strictement sur l'inanimé et non pas sur l'animé. Et là, les perspectives des industries de la biotechnologie, de la bioingénierie ont été telles qu'on a eu une accélération dans ces années-là de tout ce processus de privatisation du vivant. Et en même temps, du coup, une redéfinition du vivant. Et donc une redéfinition de la vie, parce que le vivant est passé finalement d'adjectif, organisme vivant, à un substantif. On parle du vivant, le vivant. Qu'est-ce que le vivant ? Eh bien, le vivant, c'est un ensemble de pièces détachées, je dirais. C'est un ensemble de pièces détachées et séparées. Ce sont des ovules pour les femmes, ce sont des tissus, ce sont des organes, ce sont des cellules qui sont fragmentées, qui sont séparables, qui sont substituables et à ce titre privatisables. Et marchandisables, évidemment. Et ceci a conduit à parler de matière biologique, de ressources biologiques. Et je voudrais dire que la première fois où le terme ressources biologiques est utilisé dans des textes internationaux, c'est lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Ceci avec les meilleures intentions du monde, comme toujours. C'est la Convention sur la diversité biologique qui a pour but de faire face au risque de disparition, de perte des richesses en biodiversité, qui emploie dans son texte, la Convention, la notion de ressources biologiques et de revenus liés à ces ressources biologiques. Là, c'était déjà une rupture dans toute la conception de la vie et du vivant. Et donc, la naissance telle que nous pouvions l'envisager comme un acte unique, un acte inouï, non rationalisable, fait d'incertitudes, eh bien la naissance, elle tend à passer dans cette économie de la vie, dans le registre de la fabrication. Dans le registre de la fabrication, et du coup la procréation est une branche de l'économie de la vie. Bon, je ne veux pas trop m'étendre, ça s'appelle la bioéconomie, qui complète très largement ce que d'autres appelaient la biopolitique. Et donc, la procréation s'appelle aujourd'hui, c'est un service économique, c'est construit comme un service économique. Et pour se construire comme un service économique, il est nécessaire de rompre avec toute éthique a priori. Sinon, on n'est pas dans le domaine de l'économie. L'économie se construit précisément par une rupture avec l'éthique. En effet, si je prends même le terme, c'est vrai, qui se veut un peu euphémisé, GPA, au lieu de parler de maternité de substitution, GPA, c'est gestation. Ce terme, déjà,
tend à faire finalement de la procréation un acte de nature, strictement de nature. Et à ce titre, il peut être parfaitement délocalisé et il peut être aussi remplacé par un acte technique. Ça veut dire que je pense aujourd'hui que si la GPA s'institutionnalisait, elle pourrait être dans quelques années, je ne l'espère pas, un ancêtre un peu, mal fichu d'un utérus artificiel qui, lui, serait beaucoup plus efficient, puisque là, clairement, la matrice serait technique et on n'aurait plus à s'embarrasser avec ces problèmes d'une mère porteuse et d'un possible surgissement d'une éthique, justement, liée à l'être vivant. Donc, la gestation, elle est délocalisable et on peut la remplacer par un acte technique. Et l'utérus des femmes, donc, est capable de produire un service corporel. Ce qui est très important, je crois, à voir, c'est qu'on ne marchandise pas les enfants avec la GPA. C'est plus subtil. Et je crois qu'il faut absolument, c'est comme pour la biodiversité, aujourd'hui on parle de services écosystémiques. On ne marchandise pas, on ne met pas un prix sur les espèces, on met un prix sur les services que rendent ces espèces. Et ça, c'est très important dans la controverse. Donc, c'est le service rendu par l'utérus qui est un service écosystémique, on appelle ça l'économie verte, un service écosystémique rendu par la nature. Là, c'est l'utérus. Ce service écosystémique, c'est le pouvoir de reproduction. Mais pour que, véritablement, il puisse y avoir ce service, il faut qu'il soit détaché de la mère. Voilà pourquoi, effectivement, on crée des usines à bébés en Inde, dont la fonction essentielle, c'est de rationaliser de manière instrumentale cet acte de façon à ce que l'acte soit rendu indépendant véritablement de la mère porteuse, de la mère non génétique, mais de la mère qui peut être considérée comme biologique. Donc il y a un détachement radical par rapport aux personnes, sinon il ne peut pas y avoir de service corporel marchandisable. Et à partir de là, il peut y avoir un échange contractuel avec deux contractants, c'est typiquement l'échange marchand, un échange donnant-donnant, et typiquement l'échange marchand, l'échange donnant-donnant, c'est un échange qui clôt la relation. Il n'y a plus de relation une fois que le service corporel a été échangé, et on peut avoir une gestation planifiée, négociée et contractualisée. Alors, pour que le produit, justement, soit échangeable et négociable, pour qu'il soit évaluable, il a fallu opérer cette réduction économiste, cette neutralisation éthique, cette abstraction de toute éthique a priori. Du coup, la mère porteuse se confond totalement avec la matérialité de son organisme, et donc on a là l'objectivation quasiment totalement réalisée de la matière reproductive et du vivant. Alors, un dernier mot sur qu'appelle-t-on éthique pour ceux ou celles qui aujourd'hui défendent la GPA éthique, puisque l'éthique a été, je dirais, totalement exclue de la construction du contrat, puisque là, il ne peut pas y avoir d'éthique, sinon il n'y a pas de contrat économique, sinon il n'y a pas de service économique corporel. Alors, que signifierait une GPA éthique ? Eh bien, nous savons très bien que pour qu'un marché puisse exister, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles. C'est une croyance fausse que de croire que le marché, il est spontané, il est naturel. Tous les marchés, pas seulement le marché du vivant, tous les marchés sont des marchés entourés de règles, parce que pour que l'échange puisse se réaliser, il faut qu'il y ait un minimum de confiance, que les règles de l'échange soient précisées. Et effectivement, celles ou ceux qui parlent aujourd'hui de GPA éthique parlent essentiellement des règles qui devraient figurer dans le contrat, qui fixe la rémunération, qui fixe la compensation, comme ils disent, pour ne pas parler de rémunération, qui fixe les modalités de livraison du produit, je dirais aussi de qualité du produit, parce que le droit à l'enfant, c'est aussi le droit à un enfant de qualité. Quand on veut des droits aux soins, le droit à la santé, c'est la santé de qualité. Le droit à un logement, ce n'est pas le droit à un taudis, c'est un droit à un logement de qualité. Donc derrière le droit à l'enfant, l'étape suivante, c'est bien sûr le droit à un enfant de qualité. C'est inadmissible d'avoir un enfant qui ne serait pas un enfant de bonne qualité. Donc tout ceci, bien entendu, de manière plus ou moins explicite, doit figurer dans le contrat. Et en fait, l'éthique dont on parle aujourd'hui,
c'est tout simplement une sorte de mode d'emploi pour le marché. C'est ce qu'on appelle ailleurs l'éthique du business. C'est une sorte de déontologie, mais c'est une éthique donc qui est purement instrumentale et qui doit permettre que l'échange se passe de manière la plus juste possible, parce que sinon, dans le marché met en scène aussi un échange juste, voire même le libre-échange, et là on retrouve toutes les représentations du libre-échange, un échange librement consenti, finalement produit le bien parce que les deux parties de l'échange s'y retrouvent. Les femmes ou les couples qui ont passé commande accomplissent leur droit à l'enfant et la mère porteuse y trouve un revenu. Et c'est cet échange qui produit le bien. On est typiquement dans une morale de type conséquentialiste. Toute la pensée économique est construite sur ce type de morale. Il n'y a pas d'éthique a priori. C'est l'échange qui va produire l'éthique, et c'est bien, puisque la mère porteuse, surtout, nous dit-on, s'y retrouve. C'est terminé. Donc, je conclus véritablement maintenant en disant que cette éthique instrumentale ne peut pas supprimer les questions fondamentales que nous avons, qui est celle de l'instrumentalisation du vivant, de l'inversion des moyens et des fins, comme cela a été dit. Et ce qui, je crois, rend les choses extrêmement urgentes, c'est que nous sommes dans des sociétés qui sont très largement en panne d'imagination politique, en panne d'imagination sociale, en panne de promesses. Et aujourd'hui, les promesses, ce sont lesquelles? C'est des promesses de longévité de la vie, c'est des promesses d'amélioration de la vie. Telles sont les promesses aujourd'hui. Et effectivement, la GPA peut ouvrir très largement encore les vannes de ce qu'on appelle l'amélioration d'une humanité qui serait un peu plus efficiente parce qu'on aurait réduit de l'incertitude, et la GPA entre là-dedans. Je voudrais dire quand même que le sommet qui s'est tenu à Davos il y a maintenant un mois, qui est le sommet des élites du monde, dirons-nous, était strictement centré sur les révolutions techniques et sur justement l'espérance technicienne. C'est très révélateur de voir comment, à des moments où nous sommes assaillis de menaces, que ce soit des menaces écologiques, sociales, démocratiques, eh bien, il y ait cette promesse technicienne dans laquelle entre la GPA qui soit autant mise en avant. Je vous remercie. Merci beaucoup Geneviève. Nous continuons avec Jean-Daniel Reinhorn, qui est professeur de santé internationale à Genève, qui a une chaire à la Maison des sciences de l'homme et qui est éditeur de ce célèbre New Cannibal Markets, Globalization and Commodification of the Human Body, qu'il faut encourager absolument à publier en français. Je vais faire mon possible. Merci Martine Ségalen et merci à celles qui m'ont invité, fait l'honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui une approche qui est celle de ce grand réseau international que je coordonne à Genève avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et qui est une approche plus transversale, mais les trois présentations qui m'ont précédé ont déjà largement abordé le problème sous cet angle. Alors, on pourrait s'étonner qu'au nom des droits fondamentaux de l'être humain, que la question du tourisme procréatif et de la maternité de substitution ne soit pas l'objet d'un consensus international. Pourquoi c'est pas si simple? D'abord, c'est pas si simple parce que c'est pas un vrai problème de santé publique. Quelques milliers au maximum de naissances pour 140 millions de nouveaux êtres humains l'année dernière, c'est marginal pour une organisation internationale. Pourtant, ça pose des questions qui dépassent très largement l'objet même de la maternité de substitution. Ça pose des questions sur l'avenir de l'humanité. Alors, c'est donc un débat autour d'un symbole important dans lequel on s'écharpe autour de questions que sont les droits humains. Alors, au nom des mêmes droits humains, les uns pensent que je suis parfaitement libre de faire ce que je veux de mon corps et personne, et surtout pas les États, n'ont à me dicter ce que je dois faire de mon corps. Au nom des mêmes droits humains, d'autres considèrent que c'est une insupportable aliénation pour le corps des femmes
que de leur faire porter une grossesse pour un autre couple. Donc, on est dans une situation qui ressemble d'une certaine manière dans les débats internationaux à une impasse, puisque finalement tout le monde utilise les mêmes mots, même s'ils leur donnent évidemment un sens différent. Alors ça a pour conséquence une situation internationale extrêmement confuse, avec des pays dans lesquels la législation interdit la maternité de substitution, d'autres l'encadrent. Dans les troisièmes, c'est autorisé ou au moins toléré. Il n'est pas inintéressant de voir que dans deux des pays les plus symboliques, l'Inde et la Thaïlande, récemment, la législation a évolué dans un sens plus restrictif. Mais la situation est si complexe que, vu de Genève, la capitale des organisations internationales, on ne discute pas de cette question. On commence à voir des ONG, on commence à voir des assemblées qui posent la question en termes de est-ce que c'est ou non une priorité. Donc finalement, ce sont dans des forums comme celui-ci que l'on voit naître des idées, des pistes de réflexion. Et c'est donc exactement ce type de travail que nous avons fait entre chercheurs, de mettre en commun, à partir de cultures différentes, à partir de langues différentes, à partir de législations différentes, de mettre en commun un regard sur ce qu'on peut appeler les nouveaux marché de la biotechnologie aujourd'hui dans le monde. Mais la question, c'est que on réfléchit là à quelques centaines, mais la force des comportements individuels et la force du marché fait que, pour l'instant, notre voix reste relativement peu entendue. Alors, c'est très caractéristique dans les organisations internationales et il est quand même extraordinaire qu'en dehors du vote des députés européens, aucune grande organisation onusienne n'ait émis ne serait-ce qu'un certain nombre de principes qui pourraient s'appliquer à l'ensemble de la communauté internationale. Alors, comme la tendance dans ces organisations qui finalement dictent les règles de la gouvernance internationale, elle va toujours dans le sens du compromis, on peut imaginer que la question ne se pose plus tellement entre les partisans de chaque côté, mais se pose dans la question de quelle forme de compromis, quelle forme donc de régulation on peut donner à ce type de pratique. Cette absence d'engagement, c'est un vrai handicap pour le débat parce que dans d'autres domaines, je vais le reciter, mais par exemple le problème de la transplantation et du trafic des organes, le fait que les associations de médecins, les associations professionnelles se soient très vite emparées de la question a fait vite progresser les organisations et a permis donc cette grande chose qui est la déclaration d'Istanbul où on invite toutes les organisations professionnelles et tous les gouvernements et toutes les institutions, et d'ailleurs l'Agence française de biomédecine est signataire de la déclaration d'Istanbul, à adopter un comportement éthique, à supprimer les règles du marché à l'intérieur de la transplantation, et donc toute institution, toute clinique, tout lieu de transplantation qui n'adhère pas à cette déclaration devient d'une certaine manière illégal, en tout cas illicite. Une espèce de go-et-mio de la qualité du travail de transplantation. Alors, quelle est l'approche qu'on a utilisée dans notre groupe à Genève ? En fait, on n'est pas rentré du tout de la manière dont ces assises sont entrées dans la question. On est rentré dans un travail de recherche très simple sur l'évolution des marchés globalisés dans le secteur de la santé. Et donc, depuis une dizaine d'années, on a envoyé des doctorants faire leur thèse autour des questions des marchés globalisés dans la santé. Et notre idée était, la grande question que l'on se posait, c'est est-ce que finalement ils ont quelque chose en commun ou bien est-ce qu'ils sont uniquement spécifiques ? Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses communes entre ces différents marchés. Et donc, l'idée est venue de travailler en particulier avec l'OMS sur une convention qui permettrait d'opposer à un problème commun une réponse commune, c'est-à-dire un cadre de réponse législatif commun. Alors, qu'est-ce que ça donne
concernant la maternité de substitution. Ça donne la question suivante. La maternité de substitution est-elle le seul domaine dans la santé internationale dans lequel on a recours au corps des uns pour traiter les questions de santé ou de bien-être des autres? On voit très vite qu'il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ce type de marché du corps que nous avons appelé les nouveaux marchés cannibales, en utilisant la métaphore toute simple qui est qu'on s'approprie des ressources des corps des uns par la violence étant symboliquement les inégalités sociales et les inégalités de genre, pour traiter des questions de santé, voire de bien-être, dans la majorité des cas, des autres. Rapidement, 4 exemples. Les besoins en produits sanguins augmentent très rapidement dans le monde. Là où on n'arrive pas à faire face, la plupart des gouvernements ont décidé de commercialiser la collecte. Bingo, une aubaine pour à la fois les institutions privées de santé, mais aussi pour les populations pauvres qui ont vu tout simplement un revenu. Et donc, une telle activité réduit finalement les donneurs, devenus vendeurs, à être un réservoir de plasma pour le reste de l'humanité. Un réservoir, on en revient à l'esclavage, que l'on souhaite garder en bonne santé, puisque pour éviter les anémies trop graves, on leur réinjecte les globules rouges. Comme ça, ils peuvent donner plus fréquemment, et eux-mêmes d'ailleurs souhaitent donner plus fréquemment. Sauf que, en Chine, résultat, 700 000 infectés par le VIH à cause de cette pratique. Deuxième exemple, la transplantation d'organes. Ça connaît un énorme essor depuis l'invention des immunosuppresseurs. Ces résultats sont impressionnants. Et pourtant, dans la totalité des pays qui ont des plateaux techniques permettant la transplantation, il y a plus de personnes sur les listes d'attente que d'organes disponibles. Alors, là, on n'est plus dans le désir, on est dans la vie ou la mort. Et donc, on peut tout à fait comprendre que des familles, des individus qui sont menacés dans leur vie, aillent chercher ailleurs les organes qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux. Ils les trouvent de plus en plus facilement. Vous avez lu ces articles, entre autres du Spiegel, sur les camps du tsunami ou les camps du Liban, les camps des Syriens au Liban, où le prix du rein s'est effondré parce que l'offre était supérieure à la demande. On est vraiment dans un marché. Donc, le tourisme de transplantation s'est développé dans les pays émergents qui ont à la fois un plateau technique sophistiqué et des populations importantes qui vivent dans l'exclusion sociale. Et ces pays et ces populations sont donc, elles aussi, des réservoirs d'organes. Troisième exemple, les biobanques. Elles connaissent aussi un développement très rapide, où la collecte est rémunérée, les ovocytes en Espagne, où elle est basée sur le don altruiste. Mais dans tous les cas, aussi parce que les donneurs-vendeurs sont souvent peu éduqués, on ne sait rien, on leur fait signer un consentement éclairé à des gens qui généralement ne savent pas lire, on leur explique, mais le devenir de toutes ces parties du corps reste pour eux mystérieux. Dernier exemple, c'est on a rapproché de tout ça le pillage des cerveaux. Finalement, c'est la même métaphore. Aujourd'hui, le quart de tous les médecins qui travaillent dans le Royaume-Uni sont nés et ont fait leurs études et obtenu leur diplôme de médecin dans un pays pauvre ou émergent. Simple. C'est tellement moins cher de les prendre là où ils sont avec des salaires moins importants et des qualifications qui n'iront jamais jusqu'à leur reconnaître une égalité, que de les former ici, chez nous. Donc, réservoir de cerveau, là encore, on prend dans des pays où la situation sanitaire est déjà très difficile les meilleures ressources humaines pour les amener ici, chez nous. Alors, bien sûr, il y a deux. Pardon. Il y a des différences, il y a des spécificités à chacun de ces marchés. Mais il y a aussi des choses, et je vais les énumérer assez vite, très semblables. La première, c'est qu'ils sont toutes d'apparition récente. Ils datent des années 90 et sont en évolution à cause de l'évolution des biotechnologies. La deuxième, c'est que, comme dans tout marché, il y a une demande qui est représentée par les besoins de santé et de bien-être
dans nos pays ou dans les catégories favorisées d'autres pays. Et puis il y a une offre qui, elle, est presque illimitée. Ce sont les populations pauvres, entre autres des pays émergents. Et entre les deux, il y a des intermédiaires. Fait capital, aucune de ces activités ne pourrait se faire sans une participation très importante des professionnels de santé, en particulier des médecins. Et c'est là un aspect très particulier de ces marchés. Enfin, ils génèrent des profits très importants. Je voudrais terminer en disant qu'il y a un aspect qui apparaît de plus en plus éclairant, qui est celui de la déshumanisation et de la désubjectivation de ces activités. Et on a mené des regards parallèles entre l'économie numérique et ces nouveaux marchés, et on voit qu'à l'œuvre, une disparition de l'humain réduit à un objet, et qui donc pose une question qui est beaucoup plus vaste simplement que tel ou tel marché. Alors, on en vient donc à la question finale, c'est que faut-il abolir la maternité de substitution ? Oui, bien sûr. Mais on est dans un monde qui répond à un certain nombre de règles. On est dans un monde globalisé avec une gouvernance internationale. Et la question, on le voit bien, qui est au cœur, on l'a vu dans toutes nos interventions, le mot-clé, c'est marché, c'est marchandisation du corps. Et donc, nous, on propose plutôt d'essayer d'avancer dans une convention transversale qui serait une convention qui interdirait toute forme de marchandisation des ressources qui viennent du corps humain pour des raisons de santé et de bien-être. C'est une position complémentaire à celle que vous proposez. Elles ne sont pas du tout contradictoires, mais simplement elles donnent un regard peut-être plus cohérent, plus unique, plus simple à comprendre aussi. C'est comme l'esclavage. Il faut arrêter de marchandiser le corps humain. C'est simple, on l'interdit. Et c'est dans ce regard-là que nous travaillons. Merci. Bien, merci de ce dernier éclairage qui permet peut-être d'ouvrir le débat pour une ou deux questions, pas davantage, parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Donc, s'il y a une question ou un commentaire. Oui, merci. Je veux bien intervenir. Dominique Potier, je suis député de Meurthe-et-Moselle. Il y a 2 ans, on avait déjà réuni avec le Corp une centaine de personnes avec une dizaine de députés à l'Assemblée. Et j'avais fait comme président d'Esprit Civique à l'époque, qui réfléchit beaucoup sur ces questions de la dignité humaine dans la mondialisation. Simplement vous dire qu'avec Laurence et d'autres députés de gauche, plusieurs partis de gauche, on se bat actuellement sur une loi qui ressemble terriblement au combat qui est le vôtre. C'est une loi pour le devoir de vigilance des maisons mères des multinationales sur le droit des travailleurs au bout du monde et sur le respect des écosystèmes. On est sur la même logique d'une mondialisation plus humaine et du respect de la dignité. Ce combat contre l'esclavage, il a contre lui tous les lobbies et la complicité des consommateurs qui sont dans l'hédonisme et qui refusent cette responsabilité sociale et environnementale. Peut-être qu'elle aboutira au mois de mars, peut-être qu'elle aboutira dans cette mandature. Elle reste un combat épique à gauche aujourd'hui et elle ouvrira la voie à une directive européenne. Je fais le parallèle parce que dans ces deux combats, celui de la GPA et celui du devoir de vigilance des multinationales, on a une société civile qui est en éveil, qui nous met en éveil pour une gauche qui était plutôt endormie sur la question des limites et sur la question de la justice et qui nous fait ce réveil. Moi, ce que j'aime dans ce que vous faites aujourd'hui, que j'entends, c'est que... Pardon ? Oui, la question que je pose, c'est qu'on a la même critique de la modernité qui n'est pas réactionnaire dans les deux cas. Et on a l'ouverture sur ce qui serait finalement une vocation des partis, des mouvements progressistes. C'est un nouvel âge de la mondialisation, de nouvelles régulations, et d'autre part, une fin d'un certain individualisme contemporain. J'aimerais avoir votre réaction. Bon, autre question ? Je crois que vous posez un débat, et ce n'est pas le lieu d'y répondre maintenant, de toute façon, mais ça prolonge le débat. Une question ? Oui, ou un bonjour. Commentaire ? Je voudrais poser une question. Pouvez-vous dire qui vous êtes ? Oui, je suis docteur Noisé. Je travaille à Marseille dans un centre de procréation médicalement assistée.
Je voudrais dire que je suis ravie que vous interveniez en parlant de la marchandisation du corps humain, parce qu'il faudrait peut-être revenir au début du début, c'est-à-dire à la création des banques de sperme, poursuivie par la création de banques d'ovocytes, poursuivie par la création des banques d'embryons, et tout ça se pratique en France quotidiennement et de manière la plus totalement légale. Il restait effectivement le chaînon de l'utérus et de la grossesse pour autrui, mais cette marchandisation du corps humain, elle a commencé il y a longtemps. Certes, c'est une histoire que déjà Geneviève Azam a commencé à élaborer. Une dernière question, si j'ai bien compris. Une dernière question ou commentaire. Bonjour, je suis Florence Moreno. Je voudrais parler en tant qu'écrivaine. Il y a des mots qui me choquent dans la façon dont vous abordez la question, notamment GPA, ce sont des initiales aseptisées alors qu'il s'agit d'une réalité terriblement concrète, et aussi le mot maternité ou mère porteuse, parce qu'en français, le mot mère désigne une femme qui a accouché. Une femme enceinte est une femme. Donc je proposerais d'autres mots plus concrets. Par exemple, en Espagne, on dit ventre à louer. Moi, je parlerais volontiers de location d'utérus. Je pense qu'employer le mot mère, c'est encore sanctifier la chose. Parce que le rapprochement avec la prostitution est aisé. La prostitution, c'est le sale, c'est le souillé, c'est la sexualité qui est sale dans notre culture. Habituellement, la maternité, c'est au contraire le noble, le beau, le pur. Alors, si nous nous dispensions de ce mot maternité et mère, nous ferions un grand progrès. Merci. Bon, que nous allons passer à la deuxième table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Mini Gunbey, je suis adjointe au maire à la ville de Strasbourg, en charge notamment des droits des femmes, mais aussi membre du bureau d'élus contre les violences faites aux femmes, dont je salue la présence de la présidente Eva Sass. Si je me permets... Pardon. Si je me permets de mentionner le nom de cette association, c'est parce que je crois que pour des assises de ce type, eh bien, la présence des parlementaires comme Laurence Dumont et Eva Sass est évidemment essentielle aux côtés des associations, mais aussi l'ensemble des élus locaux, parce que je crois que c'est aussi sur les territoires que la question du changement des mentalités et de la prise de conscience se joue. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais le mentionner. Donc, cette seconde table ronde permettra d'aborder la question des leviers d'action pour aller vers l'interdiction de ce processus, puisqu'on l'a vu, l'idée, effectivement, est de pouvoir partager des arguments, de les confronter, de les diffuser, de pouvoir ouvrir notre niveau de conscience sur ces questions-là, mais aussi, et ça a été dit en introduction de l'après-midi, de pouvoir s'inscrire dans une perspective féministe. Et tout à l'heure, Kasia nous montrera aussi, par ses exemples, comment... sa lutte féministe, mais aussi anticapitaliste, s'inscrit parfaitement dans cet angle, mais aussi d'avoir une approche internationale et au minimum européen. Et je crois qu'autour de cette table, nous avons un bel éclairage européen, puisque nous avons la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre et puis la France. Alors, sans transition, je vais passer la parole à Kasia Ekis-Ekman. Alors, Kasia est... journaliste, autrice de l'ouvrage L'être et la marchandise, qui a été publié en France en 2012. Voilà, donc il est important que Kasia soit là parce que vous le savez, on a cité à plusieurs reprises la question de la prostitution, et la Suède est pour la France un modèle en matière de loi abolitionniste, et donc elle va pouvoir nous parler de ses leviers d'action, et notamment, il faut savoir, Kasia est spécialiste de la question des crises économiques, donc le lien entre la marchandisation et la question de l'interdiction de la maternité de substitution, évidemment un enjeu important. Donc je vais vous demander juste de pouvoir respecter le timing parce que nous avons pris du retard, et donc je m'excuse par avance, je vais avoir la lourde tâche de vous annoncer que nous n'aurons pas de débat suite à cette deuxième table ronde, puisqu'il y a très vite après des contraintes techniques. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de parler en français, on va voir comment ça marche. Donc, après, pas d'abord. Comme elle avait déjà dit, je suis auteure du livre L'être et la marchandise, mais aussi je suis cofondatrice du groupe suédois féministe contre la GPA. Comme elle avait bien dit, Florence Montreno avant, il faut vraiment faire attention aux mots ici, non? Parce qu'on peut dire GPA, mère porteuse, maternité de substitution, mais il s'agit de quoi? Il s'agit d'acheter un enfant sur Internet. C'est ça. Il ne s'agit pas d'avoir un enfant, n'importe quel enfant. Il s'agit d'avoir un enfant sans mère. Il s'agit vraiment de ça.
Quand on entend l'argument que les couples homosexuels ne peuvent pas avoir un enfant autrement, il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment un enfant sans mère qu'on demande ici. Dans mon livre, je compare la prostitution et la GPA. Je dirais que la GPA comme industrie, maintenant, c'est la petite sœur de la prostitution. C'est vraiment pareil dans beaucoup de sens. C'est l'exploitation du corps de la femme. On trouve les deux industries à l'intersection entre le capitalisme et le patriarcat. Parce que selon le capitalisme, les riches utilisent le pauvre. Selon le patriarcat, la femme existe pour l'homme. Si on combine ces deux systèmes, on trouve là exactement la prostitution sexuelle et reproductive, ce qu'est la GPA. En plus, on trouve ici la réification de plus en plus secteurs de la vie humaine, de la vie intime des êtres humains. Mais en même temps, la GPA, c'est la prostitution envers. Parce qu'ici, sur le plan symbolique, il ne s'agit pas de la pute, c'est la vierge. Comme tout le monde sait, dans la prostitution, on veut seulement du sexe. On ne veut pas avoir un enfant dans la prostitution. Le client, il achète du sexe, il ne veut pas avoir des enfants. Mais dans la GPA, c'est le contraire. Il n'y a pas de sexe, il y a juste enfant. Non? Et c'est ça qui rend les mères porteuses un peu plus clean, selon la morale chrétienne. Non? Elle n'est pas associée à la même saleté que la prostitution. Il n'y a aussi pas autant de violence, mais la réification, c'est plus grande. Parce qu'on ne peut pas avoir un enfant dans 15 minutes, c'est 9 mois, tout le temps. J'étudie pendant 4 ans la réification et la dissociation chez les prostituées et les mères porteuses. Et il y a une chose, on ne peut jamais dire que je suis ce que je vends, non? C'est pour ça que la prostituée essaye de se dissocier du corps qu'elle vend. Elle dit, ce n'est pas mon corps, c'est un autre que je vends. Dans la même façon, la mère porteuse essaye de dire que l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas elle. Ce n'est pas son enfant. Il y a des cours pour toutes les mères porteuses, dans l'Inde aussi qu'aux États-Unis, qui essayent de faire comprendre aux mères porteuses que l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas elle. Et si elle ressent quelque chose, il faut dire tes parents t'aiment, par exemple. Jamais je t'aime. Parce que là, on essaye de ne pas créer le lien entre mère et enfant. Et comme vous savez bien, le Parlement européen vient d'adopter une résolution qui condamne en fait la pratique de la gestation pour autrui. Selon cette résolution, le GPA va à l'encontre de la dignité humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme des marchandises, et que cette pratique doit être interdite. Mais moi, je vais parler un peu d'altruisme, parce que je pense que notre premier adversaire dans ce débat, c'est l'altruisme. L'argument que la sœur ou l'amie fait ça parce qu'elle veut, c'est pas pour l'argent et tout ça. L'argument de l'altruisme donne à l'industrie une aire de charité, de volonté, de mutualité. D'abord, c'est un faux argument. Il faut savoir que c'est une illusion, parce que dans la majorité des cas, on paye la femme. Si c'est interdit, on paye sous la table. Mais il faut aussi examiner la base idéologique de cet argument. La base idéologique, c'est que si la femme n'est pas payée, il n'y a pas d'exploitation. Ça, déjà, c'est bizarre, non? Parce que c'est vraiment le problème qu'elle est payée. Donc, si on paye beaucoup, il y a beaucoup d'exploitation. Si on paye 1 euro, il y a moins d'exploitation, non? Elle va quand même subir 9 mois de grossesse. Elle peut mourir, elle peut devenir infertile, et la souffrance psychologique, c'est pas moins. Le fait qu'on doit payer pour ça nous montre qu'il y a déjà une exploitation inhérente dans l'arrangement. L'enfant de quelqu'un dans le corps de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que son corps, le corps de la femme, est déjà de quelqu'un d'autre. Elle doit signer un contrat, et il faut voir ce contrat, vraiment, où elle jure de ne pas faire le sexe pendant tout le temps, d'abord parce que l'enfant peut être l'enfant de son mec, non? Et après, parce que ça peut causer dommage aux enfants, selon le contrat. Il faut accepter l'avortement dans le cas où, par exemple, on voit que l'enfant a un syndrome de Down ou quelque chose comme ça, les hormones
et pas bouger trop, pas voyager, des choses comme ça dans le contrat. Donc, on entend souvent l'argument qu'une femme peut faire ça si elle veut, parce qu'elle dispose librement de son cœur, mais les contrats sont effectivement la cancellation de ce même droit. Appeler aux altruismes des femmes, c'est aussi dangereux, parce que ça signifie vraiment le retour aux idéaux patriarcaux selon lesquels une femme doit sacrifier son corps pour faire un meilleur monde. Non? Si je souffre, je suis une bonne femme. Aux États-Unis, c'est vraiment commun de voir que justement, après de donner naissance, les mères porteuses ressentent quelque chose d'altruisme euphorique. Non? Elle a vraiment devenu une bonne femme, elle a aidé à créer une famille. Mais après quelques années, ça change. Elle commence à réfléchir, qu'est-ce que je fais? Les enfants commencent à leur manquer et tout ça. Dans les années 80, 18 mères porteuses aux États-Unis ont formé un groupe contre la GPA, disant justement que 6 mois à 1 an après de donner naissance, elles commencent à ressentir autre chose. Donc, selon moi, c'est vraiment important. Il ne faut pas dire que l'altruisme est mieux que la version commerciale. Il y a aussi dans ce débat une forme de chantage. Si les femmes d'Europe, si vous ne faites pas ça gratuitement, on va aller exploiter quelqu'un dans l'Inde ou au Népal. Non? En Suède, en ce moment, le gouvernement on est en train de faire une investigation et on a vraiment peur du côté des féministes qu'on va légaliser justement la GPA altruiste. C'est un peu étrange pour moi comme féministe quand on voit que la Suède, on a vraiment être les premiers à pénaliser les acheteurs du sexe. Mais je pense justement pour ça qu'on voit le visage de l'industrie des GPA, c'est vraiment un petit bébé. Elton John, Ricky Martin, c'est quelque chose de joli, non? Il faut changer ça, il faut vraiment changer le visage de l'industrie. On peut voir des images qu'on a vues juste avant, et c'est vraiment ça qui doit être l'image. Donc, je propose qu'on ne peut pas seulement dire que les enfants ne sont pas à vendre, mais non plus à donner. Et les enfants ont aussi le droit à leur mère. Et une femme qui donne naissance à un enfant, c'est une mère. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce français impeccable, en plus avec de l'humour. Je vais passer tout de suite la parole à Julie Blindel, qui s'excuse par avance. Elle devra nous quitter certainement avant la fin de la table ronde. Julie Blindel est anglaise, écrivaine, féministe, cofondatrice du groupe Justice pour les femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est militante antiraciste et se revendique féministe lesbienne. Et Julie Blindel écrit aussi régulièrement pour The Guardian. Je vous laisse la parole, Julie, pour 10 minutes. Thank you, and I'm delighted to be at an event where Thank you. I'm delighted to be at an event where this horrific trade in women's bodies and women's body parts is being seen as a negative and as a human rights abuse that we need to challenge. And my work, mainly as a journalist and as a feminist activist, is to work against the commercial sex trade. But the connections, as we've heard already on this panel, between selling women's bodies, body parts, the renting of wombs, the renting of orifices, are so connected that it is difficult as a feminist campaigner against prostitution and the abuses inherent to the sex trade to not involve ourselves, in fighting this particular atrocity. And recently I visited Gujarat in India. We've already heard an excellent presentation about surrogacy in India, so I won't go into too much detail about that here today. But I was there undercover as a journalist, posing as a woman who wished to hire a surrogate. The law had just changed. The Indian government had
at the end of October, just 10 days before I arrived in Gujarat, written to all of the clinics, all of the fertility clinics across the country to say that it was no longer possible, it was no longer legal, in fact, to offer surrogacy services to anyone who wasn't an Indian passport holder resident. They had already, the government had clamped down by making it illegal to provide such services to same-sex couples, to gay male couples, and to single people, which wouldn't have helped in any way at all to curtail the industry in the way that we wish to see it. I don't want anybody to access surrogacy services. And it was quite telling that the majority of those seeking surrogacy services and egg donation services were heterosexual couples, and they had not been targeted at all. So now it has been decided that no foreigners can access such services, and the clinics are all getting together. There's an organisation, which I've conveniently forgotten the name of, which is like a union of fertility clinics in India that are putting together funding to challenge the Indian government in court when it gets onto the statute in February. But in the meantime, they took my money for a consultation and were quite happy to talk to me about the possibility of me perhaps having a baby through a friend I had taken who is of Indian origin, who said that she was the sister of my husband and that we don't live in India, but perhaps she herself could have the baby, be the commissioning parent, or perhaps, there's a way around it. And they were very happy to discuss this and to consider this with me. I was deeply disturbed at what I saw, the practices from the clinicians. I didn't go to Gujarat to speak to the surrogate women. I wanted to talk to those who directly profited from those women. I was told repeatedly at the clinics I visited that the women would not be sent to what one clinician called a colony, meaning a surrogacy home, for the duration of her pregnancy, because it was very bad for her mental health to be away from her husband. When I said, but I really would like the surrogate to be monitored, she said, of course, you'll have to pay though. So having admitted that this is bad for the woman's mental health, she then said if I paid, she would do that. I asked if she could reassure me, the doctor, that the women were not coerced into becoming surrogate mothers in the way that many women in prostitution are. She said, no, of course not. We never allow the woman to become a surrogate unless we have the permission of her husband. Which was quite a leap of logic. I asked another doctor if there was much domestic violence towards the surrogate mothers as they were during their pregnancy. And this doctor shook her head, affecting a sad pose, and said, yes, there is. One woman, for example, one of our surrogates, she was being beaten by her husband. She came to us for help. So we put her in the room upstairs, and she had her baby, and then we sent her home. Of course, as we know, with egg donors, the eggs of white women are worth more than the eggs of Indian women, because this is a business built on racism and colonialism. But I was told that although it's very rare for a white commissioning parent to want the egg of an Indian woman, which is worth about a quarter as much, there was one woman who'd chosen an Indian egg donor. And when I asked why, perhaps her husband was Indian, she said she wanted a baby with black hair. So this is obviously about designer babies and eugenics. We are very clear that homophobia has no place in the anti-surrogacy movement, and I will not ever
renege on that principle. But there are particular misogynistic practices developing, with the gay market being targeted, and with some gay men, rich white gay men in the main, thinking that they are entitled to use women's bodies in whatever way they wish. There's one couple, a gay male couple in the UK, the Druitt Barlows, who have 5 children through surrogacy. They've spent an absolute fortune on buying these children. One of the men said, "You get what you pay for," when he was told that one of his children was very handsome. So the children are seen as commodities, not just the women whose wombs they use. And one of the most disturbing things I've heard from the so-called commissioning parents was when this particular man told me that he insisted upon a caesarean birth with all of his children's births. And I assumed, as we'd heard from our colleague earlier, that this was something to do with health. I mean, it's horrific, but I assumed that. And they told me it was because they didn't want any of their children coming into contact with a woman's vagina, because they found that so disgusting. Now, in the UK, commercial surrogacy is illegal, but there is a creeping acceptance of higher and higher fake expenses being paid to the surrogate mothers. And the law is not being implemented. And you can see the way that the regulators are thinking about compensation for egg donors, because they recognise that the health risks are quite significant. And certainly a blind eye has been turned to women who are being paid commercially to bear children this way. There's a case in the British press that I'm sure you can find very easily on Google of a couple called the Cutters, and they hired a surrogate, this is in Scotland, in the UK, to have their baby. They were unable to have their own child through the traditional way. And this woman has just been convicted of fraud and will very likely go to prison. What she did was terrible. She faked a pregnancy, sent the couple fake scans from the hospital, and then when the baby was due to be born, she lied and said that it had been killed in a car crash. The woman was paid £8,000 by this couple. She, of course, has been described as evil and monstrous, terrible in the press. The couple are seen as a tragic victim, martyred almost. All they wanted was their own child, and this evil woman lied to them and took their money. Nobody is investigating why they broke the law, because this is commercial surrogacy. Every bit of the sympathy, of course, is towards this couple. Nobody's questioning anything about the practice of surrogacy. These people are entitled, and this evil woman then just didn't fulfill her contract. So we already have legal commercial surrogacy by default. The arguments that the neoliberals use to defend surrogacy are almost exactly the same as the arguments that they use to defend the sex trade. It's all about choice. It's all about agency. How can the women make so much money doing anything else? The women enjoy it. It's a great thing to do. It's altruistic. All of the same arguments. And bearing in mind that parallel, we can see that legalization of the sex trade in countries where they have experimented with it, such as the Netherlands, Germany, Nevada in the US, some states in Australia, has been an unmitigated disaster, where all it does to legalize this trade is to encourage the illegal markets that creep up behind it. The same will happen with surrogacy. We cannot possibly accept regulation. We have to look to abolition of surrogacy. Thank you. Merci.
Merci beaucoup, Julie. Maintenant, je vais passer la parole à Eva-Marie Bachinger, qui est journaliste et autrice. Elle vit actuellement à Vienne et depuis 2004, elle écrit pour des journées, des magazines et plus souvent sur des thèmes en lien avec la politique sociale et la protection de la nature et de l'environnement. Et je vous annonce la sortie du livre de Eva, qui est en allemand. Voilà, donc pour celles et ceux qui comprennent l'allemand, et je crois que c'est sur cette base-là que Eva va nous parler des leviers d'action. Thank you very much. I would like to speak shortly about my results of my research for the book Child to Order, and mainly about the Convention of Children's Rights. My book is about the whole industry, but also about surrogacy, and I've researched in Russia and Eastern Europe. And to have children is no longer dictated by nature. Medicine and science are able to fulfill almost any desire, and everybody can have a child, has even a right to a child, a so-called right to a child. It does not matter in which kind of relationship he or she lives, everything can be planned, controlled, and seems to be safe. Of course, this is an illusion, but one our society believes in. Therefore, I think reproductive medicine and genetic diagnostics are only symptoms of the ruling thinking that says everything is possible and everything is for sale, so also the child. There are nearly no official statistics about surrogacy, about surrogate mothers or children. The profit is estimated at about $4 billion, a number that seemed to me to be too low. And the London School of Economics tried to get facts on behalf of the European Parliament in 2013. 13 clinics were contacted in Europe. Only 6 have sent information. Their figures show an increase, but at a very low level. For example, in the Netherlands, where so-called altruistic surrogacy is allowed, only 2 children were registered in 2013. As the number of children by surrogate mothers is increasing steadily, it shows that the reproductive tourism does not stop, even if there is a liberal law. Most of the couples go abroad. For example, in France, about 200 children were born in 2013, and in the UK, about 150. And the surrogate mothers all came from abroad, from Russia, US, and India. Since many private clinics are not registered, the authorities have actually no overview. Also in Russia, experts assume that the data is not complete. More than 900 surrogacy programs were documented in 2012. About 300 children were born. 2/3 of the programs did not lead to a child. The agency SurMama alone reports about 76 children in 2012, so we can assume the total number is much higher, since in Russia there are at least 140 clinics officially. In Russia, I found out there are also so-called all-inclusive packages or flat rate programs for $60,000. When I've asked the surrogate mothers or the doctors or the lawyers how much of it gets the surrogate mother, I've got completely different answers or no answer. The women who are successful who are not successful get no money at all, because the couples can try and try as often they want to, and change the donors and change the surrogate mothers. Surrogate mothers in Russia told me also that they live in an apartment together for 9 months, but they are not allowed to talk about the details of the contracts. I've not found a privileged rich
rich surrogate mother. Maybe there's sometimes an altruistic reason, a will to help childless couples, but the money is the main reason. If you hear about altruistic egg donation or surrogacy, in most cases it's just propaganda of the clinics and also of the couples because they want to avoid to feel guilty. The contract from the United States I have seen includes 22 pages. Everything is regulated en detail. A surrogate mother may no longer use hairspray, no nail polish. She is not allowed lifting heavy things, including children was even mentioned. They have to stop traveling, no tanning studio, no sex with the husband until confirmation of the pregnancy, and later only if the doctor allows it. Coffee only once a day, no insect spray, no meat, no fish, no tattoo, no piercing, no cat litter, no Botox. Of course, they must complete all prenatal tests and report daily to the intended parents by telephone, email, and SMS. If the child is handicapped, the woman has to report she has actually no choice. So if the supporters of surrogacy talk about the great freedom of surrogate mothers, I can only view this as cynical. One important result of my research was most of the women receive no money for the many attempts to get pregnant. They don't, not even for the pregnancy per se, only if it leads to a child. That needs to be a healthy child, of course. Therefore, by every right, you can call it a sale of children. Money for a child is ordered, delivered, and paid. As we know, the trade with children is not allowed by the Convention of Children's Rights. If we allow surrogacy worldwide and therefore the sale of children, then the question has to be raised, why do we not legalize the trading of human at all? Even human trafficking cannot be prevented always and everywhere, but no thinking person would want to legalize it. When it comes to children, sadly, this principle does not exist anymore. The right to know one's origin, this right of children is ignored too. Since neither European or global donor and surrogate register exist, the children rely on the goodwill of private clinics to find out about their biological parents. It is actually the state that must guarantee access to the data. Moral and ethical standards stand in the way of maximum profit. Therefore, capitalistic systems ignore and destroy those standards. One ethical standard, the International Convention of the Rights of the Child, is ignored in favor of the so-called right to have a child and the profit of the clinics. That is the real scandal, I think. Many supporters of surrogacy talk a lot about human rights. In this issue, they tend to forget the right of the child. Actually, I have the feeling that many supporters don't know much about the meaning of human rights. Nearly each human right must be balanced with other human rights. But in this issue, the right to have a family is interpreted as an absolute right. That's wrong. It is limited because of the rights of children. Human rights were established to protect mainly the weak, not the strong. And it is obvious that in this case, the children and surrogate mothers are weaker than the adult clients. So the International Convention of the Rights of Children is a fact. Nearly each state of the world, except the United States, has accepted the convention. We have to follow international law. So I resume, surrogacy is against the Convention of Children. Surrogacy is against the dignity of women. My book has the subtitle, For Clear Limits, and I think at surrogacy we already crossed the limit.
Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur René Friedman. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire de vous présenter, mais je vais quand même le tenter. Donc, vous êtes gynécologue des hôpitaux de Paris, professeur des universités depuis 1979, vous étiez, et vous êtes le premier à avoir permis la naissance des bébés éprouvettes, et vous êtes, comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, opposé à toute reconnaissance des mères porteuses. Je vous laisse la parole aussi pour 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Effectivement, en tant que médecin de la reproduction, on peut dire que quand même beaucoup de choses ont changé depuis 35 ans avec l'idée que tout est possible. Enfin, en tous les cas, beaucoup de choses sont possibles. Et c'est vrai. C'est vrai qu'un enfant peut naître aujourd'hui avec 3 mères et 2 pères, une mère génétique, une mère qui porte, une mère qui va élever, un homme qui a participé biologiquement, qui est le père biologique, et un homme qui va élever, sans parler des pères spirituels qui en plus se surajoutent. Donc il y a beaucoup de monde autour de la possibilité d'un enfant. Et puis il y a une médiatisation énorme de tout un tas de situations un peu extrêmes liées à l'âge en particulier des femmes qui peuvent porter tardivement après un don d'ovocytes, par exemple, des enfants, ou bien qui peuvent concevoir plus tardivement qu'auparavant avec les traitements que l'on peut proposer. Et donc cette situation de tout est possible, finalement, renforce un peu la confusion. C'est-à-dire de savoir, est-ce que parce que c'est possible, est-ce qu'on doit tout accepter? On aurait une espèce de tendance soit à tout accepter, un peu, je dirais, ce qui se passe en Californie, soit au contraire à freiner et puis à se dire non, on ne peut pas rentrer dans ce domaine parce qu'il y a trop de risques. Par là même, aussi bien l'une que l'autre attitude me semble pas correcte. La première, parce qu'on va y revenir tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout accepter, parce qu'il y a des principes sur lesquels nous insisterons. De l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tout arrêter? Parce qu'effectivement, il y a une notion de progrès ou de progression, en tous les cas, dans la connaissance et dans l'évitement d'un certain nombre de situations. Je pense en particulier au diagnostic anténatal de maladies graves et incurables. Je pense aussi à la possibilité, par exemple, pour des femmes qui ont un cancer, de conserver leurs ovules pour être mères une fois qu'elles seront guéries, pour prendre quelques exemples. Donc, tout refuser ou tout accepter ne semble pas la ligne, en tous les cas, ce n'est pas le point qui me correspond. Et je plaide en partie pour, par exemple, le développement de l'accès génétique à l'embryon. Ça nous éviterait de faire des transferts en reproduction humaine pour 75% des embryons qui ne vont pas s'implanter, donc d'être totalement inefficaces, par exemple, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est juste pour resituer un petit peu les choses, de même qu'il me semble qu'il n'y a pas d'argument pour s'opposer à la possibilité d'une autoconservation des ovocytes des femmes qui le souhaiteraient, encadrée certes, mais sur le plan du principe, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Donc, c'est une espèce de chemin sur lequel il faut essayer de trouver sa propre ligne. Alors, dans l'histoire de l'absence d'utérus, on va rester médical d'abord, de femmes qui effectivement n'ont pas d'utérus de naissance, qu'on appelle les syndromes de Rokitansky. Lorsqu'on est en face d'un couple comme cela, on a une compassion, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que ce couple et cette femme ne pourraient pas bénéficier d'un enfant? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier de la reproduction, 50% des couples que nous voyons ne vont pas aboutir à leur désir d'enfant. Donc, on ne part pas du principe qu'on va répondre à toutes les normes, puisqu'on va peut-être répondre momentanément, mais qu'on ne va pas arriver au bout. Donc, le fait de considérer qu'avoir un enfant est un droit ou je dirais une nécessité qui doit être appliquée par tous les moyens, à mes yeux, n'est pas correct. Dans l'histoire de cette compassion, il y a d'autres techniques qui se développent, sur lesquelles il est intéressant aussi d'avoir une réflexion pratique, une réflexion éthique. Je veux dire par là à la greffe d'utérus, qui, comme tout don d'organes, pourrait basculer dans une commercialisation aussi de l'utérus, ou bien pourrait être contrôlée, comme elle a été contrôlée, par exemple, en France, pour le don de sperme.
Mais c'est vrai que la greffe d'utérus, dans ce genre de situation, est peut-être, en tous les cas, peut-être pas pour toutes, mais pour un certain nombre de femmes, une solution médicale qui mériterait d'être travaillée aussi bien sur le plan éthique que sur le plan de réalisation, en sachant qu'il peut y avoir aussi des liens complexes entre celle qui donne son utérus, habituellement la mère, comme ça s'est passé en Suède, puisque c'est le pays qui a initié, donc, et pour votre information, sur 9 greffes d'utérus, il y a actuellement 7 qui ont fonctionné, c'est-à-dire que l'utérus a tenu correctement, donc 2 malheureusement qui n'ont pas résisté, mais sur les 7 femmes qui ont un utérus greffé, il y a 5 naissances et une grossesse qui est en cours. Donc, sans faire croire là aussi que tout est possible, c'est vrai que c'est quand même une ouverture dont il faut mesurer. Alors, pourquoi est-ce que justement la gestation pour autrui, ou la mère porteuse, ou la femme porteuse, ou la femme utilisée, est quelque chose qui n'est pas acceptable? Parce que là, on va toucher à l'utilisation effectivement du corps de la femme. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans toutes les techniques de procréation médicalement assistée, c'est peut-être les lignes rouges qu'il faut réfléchir. Est-ce que ce qui est proposé comme technique nouvelle ou comme pratique nouvelle, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'aliéner, qui risque de pervertir la relation, ou même de désigner une personne, l'enfant ou la femme, comme des objets parce qu'on les définit à l'avance tels que quelqu'un voudrait qu'ils soient. Et donc, c'est quelque chose qui mérite une vraie réflexion, avec en plus cette espèce de retour, pas de retour, mais disons d'insistance sur le rôle génétique. Car on veut un enfant de soi et on estime avoir le droit d'avoir un enfant de soi. C'est un mouvement que l'on peut comprendre, bien entendu, mais justement, il y a peut-être ça bute contre des limites qu'on ne peut pas dépasser, et peut-être que le tout génétique, ou la croyance que le tout génétique est supérieur, je dirais, à l'altérité et au don, par exemple, est quelque chose qui mérite d'être rediscuté, à mes yeux, en tous les cas, objectivement. Les grossesses, vous le savez, les uns les autres, quand on écoute un peu les données de santé publique, et puis quand on écoute les tenants de cette pratique de la GPA que nous condamnons, d'un seul coup, c'est deux climats opposés. D'un côté, on sait qu'on a 20% de césariennes, qu'on a des épisiotomies, qu'on a des hémorragies de la délivrance, qu'on a des risques esthétiques qui ne sont pas nuls et des complications qui ne sont pas nulles. Il n'y a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe, malgré les efforts. D'un seul coup, la grossesse telle qu'elle est proposée dans le cadre de la GPA a toutes les vertus et en tous les cas aucun défaut. Et ça, c'est quand même un peu étonnant parce que pour l'obstétricien que je suis, évidemment, ça mériterait d'être vu plus précisément. Mais plus précisément, justement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en tant qu'obstétricien puisque j'ai eu à suivre 2 femmes qui ont accouché après cette pratique et j'ai pu voir le désastre. Alors, vous me direz, je suis mal tombé, j'aurais pu avoir ce qui est proposé par ailleurs, quelque chose d'extraordinaire dans la relation. Mais c'était le désastre, d'une part parce que l'une a une des complications qui étaient non négligeables, et l'autre parce que, sitôt l'accouchement effectué, elle était rejetée, éliminée du champ du couple qui voulait adopter l'enfant. Enfin, le père le reconnaissant, la mère voulant l'adopter, c'était la formule ancienne. Et donc, je dirais, même si je me suis dit, même si c'était sans financement, ce qui resterait à prouver, il y a une aliénation, d'une élimination de la relation souhaitée. Parce que souvent, des femmes qui n'auraient pas de désir pécunier, elles voudraient plutôt être dans une famille, adopter dans une famille, un peu avoir une relation. Or, c'est justement le contraire qui se passe. C'est qu'au moins dans la majorité des cas. Donc, il y a énormément de risques, et je vais aller vite puisque le temps presse, des risques pour la femme qui va porter, des risques pour les enfants éventuels, pour les grands-parents. J'ai vu des grands-parents s'effondrer dans cette situation, car évidemment, la chose n'était pas connue, on avait essayé de masquer la chose, mais vu les complications qu'il y a eu, tout le monde a dû être au courant de ce qui se passait. Donc, prendre des risques de cette sorte pour répondre à une demande que l'on peut comprendre, que l'on peut entendre, en tous les cas, mais qui fait courir justement trop de dépassement des règles éthiques. Et pour terminer, je dirais que voilà, je pense que dans tout ce qui est possible dans le domaine de la reproduction et certaines choses qui ne sont pas faites dans notre pays, sont faites ailleurs, devraient être faites
à condition qu'on ne dépasse pas les lignes rouges. Qu'est-ce que c'est la ligne rouge? Vous l'avez dit et ça a été dit et redit, c'est la commercialisation du corps. Ça, c'est le point sur lequel il faut être absolument ferme. Mais c'est aussi tous les risques d'aliénation physique et d'aliénation psychique qui utiliseraient, si on voulait un enfant avec telle ou telle caractéristique. Pour moi, c'est la même chose. Si on aboutissait, grâce au génome ou à la génétique, à caractériser un enfant sans autre problème que des problèmes médicaux, on serait dans la même ligne. Alors, finalement, c'est cette réflexion-là de principes généraux qui me font accepter un certain nombre de progrès, de développement dans le domaine de la reproduction humaine. Par contre, dès que ça touche justement à ce risque d'aliénation et de commercialisation, et c'est le cas des GPA, je crois qu'il faut s'y opposer avec la grande fermeté. Merci.